Oui les amis, cette semaine la planète foot s'est mise à tourner un peu plus vite que d'habitude. On a eu des étoiles et la Ligue des Champions 2024-2025 est bel et bien lancée. J'espère que tout roule pour vous, tellement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une journée entière sans vidéo, hier, là, mercredi, ça fait long. En tout cas moi je trouve. Très très long, plus de 24 heures sans m'enregistrer, sans vous parler un petit peu de foot et de Champions. C'était long, mais j'ai pris quelques forces. J'ai regardé pas mal de matchs. Celui-là, on l'avait déjà débriefé, mais on va quand même en reparler brièvement. Et ouais, le récap de cette semaine de LDC, il est là, donc installez-vous bien. Prenez votre thé de 16h, jeudi 16h, et je crois qu'on va bien s'éclater. Alors, petit récap, mais très très grand Bruges. Ça, c'est le match que j'ai regardé hier, 18h45. J'étais pépère, tranquille devant ma télé. Adoré ce match, un des meilleurs que j'ai vu. Et ouais, juste un très très bon Bruges. Alors, il y a eu une interprétation du match que j'entends totalement, c'est à l'image de la réaction de Gasperini, ça c'est au coup d'envoi, mais après la décision arbitrale qui tourne pas en leur sens, ça c'est au coup de sifflet final. Il était dégoûté et je comprends. En vrai, moi j'entends qu'on dise l'Atalanta s'est fait voler sur ce match parce que la décision arbitrale à la fin, dont on va reparler, qui fait basculer les résultats, je suis d'accord, c'est pas la bonne, c'est pas celle que j'aurais donnée personnellement. Et ouais, j'entends leur colère. Toute une autre interprétation du match à laquelle personnellement je souscris pas mal, c'est que Bruges mérite de gagner. Ils ont fait un top match. Franchement, les petits hommes de Nicky Hayon, là, ils ont été extraordinaires, j'ai trouvé. Dans un Jan Breidel en feu, pendant 30 minutes, ils ont un déluge d'offensive, des ballons récupérés, des transitions comme ça, menées par Tsolis, qui s'appuie sur De Kuyper à gauche, mais tout le monde s'est projeté, Van Aken, Jutgla, lui on va en reparler, le petit Talbi, top aussi. Franchement, ils ont pas manqué grand-chose, à part la finition. Mais sinon, ouais, sur la pression, pareil, cette passe de Yen pour Poch qui est assez catastrophique sur l'action, Talbi qui surgit, le petit Talbi là, 19 ans, et qui fait évalué à 3 millions sur Transfermarkt, je ne le connaissais pas avant ce match. Il a fait un top match et il était dans tous les bons coups. Passe en retrait, 15e minute pour Jutgla, qui finit lucarne opposée. Ouais, ça c'est. Je suis allé récupérer les images sur le résumé Zigo, je vais vous en reparler. Mais moi qui ai vu le match en direct, j'avais genre 2 pages sur juste le premier quart d'heure de Bruges, où ils ont 5 offensives les unes après les autres, qui se sont générées en jouant un top foot. J'ai trouvé l'Atalanta méconnaissable sur cette rencontre. Bruges qui sort assez facilement de leur pression. Le petit appui Joaquin Saiz aussi que j'ai trouvé excellent sur mon boy Joël Ordóñez qui se projette. Et juste l'Atalanta, le Bruges réussissait totalement à mettre en place son match parfait, quoi. Vraiment pour un playoff de Champions, pour une équipe avec pas beaucoup de joueurs qui ont une grande expérience de la Champions, même s'il y a deux tontons dont on va rediscuter en fin de vidéo, avec quelques mousquetaires peut-être. Ouais, franchement, ils ont été totalement à la hauteur de ce match. Ils encaissent le but de l'égalisation, Pasalic sur ce centre de Zappacosta. Honnêtement, sur la première grosse occasion qu'ils concèdent, le petit temps faible qu'ils ont. Et c'est là qu'on voit peut-être, ouais, l'Atalanta, c'est devenu une équipe européenne. Bandit, tueur. Ouais, ils ont gagné l'Europa League et ils sont capables de te tuer avec pas grand-chose. Ils reviennent dans ce match un partout. Mais ça n'a pas empêché Bruges, même en seconde période, de dérouler ses principes. Talbi, il a fait continuer de faire des ravages sur son couloir, passer des dribbles, centre en retrait. Il y a peut-être un petit truc, et je vous mens pas, j'en ai rêvé cette nuit. C'est Tsolis. Je suis pas totalement convaincu. Je sais que c'est censé être un bon talent. Il a quoi, assez jeune, genre 22 ans peut-être, un truc comme ça. Le grec. Mais il se marchait pas mal sur les pieds avec Jutgla, et souvent je trouvais que c'était un peu de la faute de Tsolis. Je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais il y avait un petit côté soliste chez l'ami de Tsolis. Après cette action, ça aboutit dans les pieds de Maxime De Kuyper qui déclenche extérieur de surface. Ça passe à rien du montant. Bruges a des situations, ils sont pas assez tueurs, je trouve, parce que honnêtement, ils gagnent ce match 2-1 à la fin sur un penalty donné. Ils auraient pu repartir avec 2-3 buts d'écart quasi, que ça aurait pas été choquant vu la production qu'ils ont eue. Et là, voilà, typiquement, Jutgla et Tsolis, deux gars qui sont pas mal marchés sur les pieds. On dirait limite, ils ont le même numéro là en plus. Ils se ressemblent en plus. Donc ouais, c'est pas un bug, c'est pas un glitch. C'est deux gars qui se marchent un petit peu, qui marchent un peu sur les mêmes plates-bandes. CDK, c'était son match. D'ailleurs, on le voit là dans le coin supérieur droit de l'écran. Il y avait une banderole One of Our Own. CDK, c'était quoi la banderole Je pensais l'avoir noté. Mais ouais, Welcome Home ou un truc comme ça.
Il a eu une bonne occasion, repoussée par Mignolet. En fin de match, l'Atalanta a commencé à avoir un petit peu plus d'occasions. Mais il concède ce penalty. Honnêtement, Nilsson joue très très bien le coup. Moi, si je suis Isakian, je suis totalement dégoûté. Exactement. Jamais j'aurais donné ce penalty. Nilsson le convertit. Ça fait 2-1 dans le temps additionnel. Le Jan Breidel explose. Magnifique fête. C'est mérité quand même, je trouve, pour Bruges. C'est ça qui est dingue. Une équipe qui prend un résultat comme ça avec une décision arbitrale assez flagrante qui fait basculer le résultat. Pourtant, avec tout ce qu'elle a montré, je trouve qu'elle méritait la victoire. Top Bruges. Super belle performance des gars de Nicky Hayen. Et Gasperini est dégoûté. Mais l'Atalanta va devoir montrer, je pense, bien plus au retour pour espérer tirer quelque chose et se qualifier chez eux. Ouais, vraiment top match de Bruges. Incroyable Feyenoord aussi, ça c'est le match que j'ai regardé dans la foulée du coup. J'étais bien sur mon délire, j'ai regardé Bruges sur la chaîne belge, RTL Play peut-être, et Feyenoord sur Ziggo, sur la chaîne néerlandaise. Donc comme le Jan Breidel, 2 cups en feu, très très gros match du Feyenoord, Milan assez décevant, et en plus le truc avec le Feyenoord c'est quand même, ouais ça c'est Nicky Hayen, mais le Feyenoord, ils étaient sur une série de résultats. Le match contre le Bayern, pour moi, ils ne méritent pas de gagner malgré le score. Lille, ils prennent 6-1. Ils perdent le classiqueur contre l'Ajax, dernière minute, le but de Kenneth Taylor. Ils sont éliminés en quart de finale de coupe par le PSV Eindhoven. Et même leur derby remporté contre le Sparta 3-0, apparemment, ils n'étaient pas dingue. Donc, il y a 3 jours, je n'avais même pas cette info, ils ont viré leur coach. Brian Priske, le Danois. Ils ont viré leur coach. Justin Bijlow, il avait été blessé après le match contre le Bayern où il avait été extraordinaire. Sa saison est finie, blessure au genou, souvent blessé, le pauvre. Mais donc, ils n'ont plus leur gardien. Entraîneur viré, des résultats catastrophiques, et au mercato hivernal, ils perdent leur star, leur buteur, Santiago Jiménez, justement à Milan. Je veux dire, tout était contre eux dans ce match, c'est dingue. Et pourtant, ils ont battu Milan. Milan qui n'a pas fait grand-chose dans cette partie. Franchement, ce quatuor offensif là, Santiago Jiménez, Rafael Leao, Joao Félix, Pulisic, je veux dire même tout le 11, on en parlait dans la preview, derrière Reinders Fofana, Théo Hernandez, Kyle Walker, les latéraux, Maignan dans les buts. Je veux dire, ce 11, il est censé être assez effrayant. C'est des individualités, ok, mais pour l'instant, c'est clair et net que c'est pas une équipe. Je les ai trouvés très, très, très pauvres, Milan. Et juste Feyenoord, bien au-dessus. À la maison, poussé par un De Kuip qui affichait comble. Il y avait la pluie en plus, il y avait un petit truc épique et c'était pas une atmosphère facile dans laquelle rentrer pour Milan. Mais leur meilleur joueur de très loin, là c'est Milan, c'était Pavlovic, Strania Pavlovic, qui je trouve pour le coup a fait un bon match lui. Mais le meilleur joueur du match tout court, c'est celui qui a été élu Man of the Match, c'est Igor Pajao. Et j'avais failli le pronostiquer buteur en plus. Pourtant dans ce match j'ai dit l'AC Milan l'emporte, but de Joao Félix et tout. Mais dans le coin de la tête, Pajao, que j'avais mis dans mon équipe type, je crois de la phase de groupe de Champions, ou en tout cas avec Stan, quand on devait en choisir un par club. J'avais dit, lui, s'il n'y avait pas autant de bons ailiers sur cette phase de ligue, je l'aurais mis. Très très bon petit joueur ce Pajao, et il aurait pas dû marquer le seul but du match par contre. Ça finit 1-0, but de Pajao, 3e minute. C'est quand même une grossière erreur de Maignan au premier poteau, qui est loin d'être impériale depuis quelques temps. Mais par contre, il était totalement insaisissable. Il a fait des ravages de partout, notamment dans ce couloir face à Kyle Walker. Il finit Pajao avec ses 3 tirs, 3 dribbles, un peu d'activité défensive aussi, 2 interceptions. Il a fait pas mal de choses, Pajao, mais même au-delà des stats, c'est clair et net que c'était le plus remuant. Milan n'a jamais réussi tout à fait à le contrôler. Il a fait passer une nuit très très torride à Walker. Même là, par exemple, ballon pour Milan, peut-être possibilité de rejouer un centre ou quoi. Il le presse, il gagne son duel à l'épaule, et derrière, il va même déclencher une frappe à la médiane qui aurait pu tromper Maignan. C'était un peu mieux, c'était cadré, tout court quoi. Juste top match de Pajao. Et j'ai trouvé en face Milan, aucune structure sans ballon. Très décevant sur la pression. Un match classique, des stars, des individualités, mais qui ne forment pas encore une équipe contre une équipe. Contre des gars, et pourtant qui sont dans le creux de la vague, nouveau coach et tout, mais qui étaient totalement dans le moment, portés par son public, et qui avaient la capacité tactique à se sortir d'une faible pression qui existait très peu. J'ai trouvé Rafael Leao extrêmement décevant, là il se fait rattraper par Reed, mais juste en général un grand manque de justesse dans les choix dernier tiers. Santiago Jiménez, ça a été une cata aussi. Franchement, techniquement très très en dessous, un peu lourd, un peu pâteau, c'était pas un match facile pour lui, mais il n'a pas été bon. Et ouais, juste
Milan a de bons joueurs, évidemment, mais je suis toujours pas convaincu par Conceição. J'attends de voir de très bons matchs de cet AC Milan. Je trouve leur mercato hivernal est hyper intéressant sur le papier. Et ils peuvent encore le faire 1-0 à De Kuip. Ils vont recevoir... En plus, c'est cool, ce match de 18h45. On va bien pouvoir le voir. Mardi, ils vont recevoir au retour à San Siro, normalement, un déficit d'un but, c'est pas la fin du monde. En plus, Feyenoord a perdu le capitaine, même s'il joue pas super bien en ce moment. Ils ont perdu leur capitaine Quinten Timber, qui s'est blessé. C'est un truc au genou, là, en retombant, là. C'était un peu flippante l'image. Elle a bien fait flipper Calvin Stengs en tribune. Mais du coup, ouais, je pense Milan... Qui est favori en vrai? Après, c'est dur à dire, je trouve. Feyenoord a fait le match qu'il fallait. Top ambiance à De Kuip, mais je pense toujours pas que c'est une très bonne équipe, fondamentalement. Je pense qu'elle va vivre encore pas mal de turbulences. Et Milan, ils ont plus de potentiel vu les individus, mais je pense pas qu'ils vont devenir eux non plus une très bonne équipe en 6 jours. Donc je sais pas du tout qui se qualifie dans ce match, ça va être passionnant. Ouais. Mais en tout cas, top rencontre d'Igor Pageau. Moins de Mike Maignan. Le Celtic contre le Bayern à Celtic Park, ils n'ont pas été ridicules. C'était une superbe ambiance, comme on pouvait s'y attendre. J'ai adoré le petit tifo d'avant-match. I still pray to God, we will go on another run. We go on another run, je crois. Genre, bien sûr, Celtic a vécu de beaux parcours européens. Ils espèrent encore en revivre. Je sais pas. Ça aurait pu, parce qu'ils ouvrent le score au bout de 30 secondes. Kuhn, dont on a parlé en plus, un gars qui était genre formé 2 ans et demi au Bayern, post-formé 2 ans et demi au Bayern, qui ouvre le score au bout de 25 secondes de jeu, qui trompe Manuel Neuer, mais il y avait un petit hors-jeu de position, donc le but est refusé. Et après, ils ont laissé un petit peu trop d'espace quand même. On disait, le Celtic, forcément une équipe qui a 80% de possession en moyenne en championnat, et ils sont pas trop habitués à devoir défendre face à des 1-2 comme ça, des 1-2 longs au lycée Kane, donc il y a des trous qui sont assez flagrants pour une équipe Ligue des Champions. Au lycée a été top, même si là il marque pas. Rapidement, le match il a ressemblé à ça, avec genre quasiment 8 joueurs du Bayern dans la surface du Celtic. Et sur cette ouverture de Dayot Upamecano, top. Le contrôle, l'enchaînement et la frappe lumineuse de Michael Olise, quel joueur, pour permettre au Bayern d'ouvrir le score. C'est assez logique, et c'est assez logique qu'une équipe comme le Celtic, qui n'est pas habituée à défendre, et qui laisse Kane tout seul au second poteau, comme ça, sur un corner classique, c'est assez logique qu'ils prennent au moins 2 buts dans ce match. Pourtant, les stats montrent une équipe qui n'était pas en victime expiatoire, qui a même fini avec plus d'XG. J'avoue, ça me surprend, vu le résumé que j'ai vu. Ça me surprend d'imaginer qu'ils ont fini avec 1,37 et le Bayern seulement 0,70. Je veux dire, ne serait-ce que ça me semble un peu plus que 0,70. Ils ont eu quelques autres bonnes situations, le Bayern. Mais bon, si on en croit les stats, en tout cas, quasiment 2 fois plus de XG pour le Celtic, un tir en moins seulement, et 2 grandes occasions générées, 43% de possession, c'est tout. On peut se dire que ça aurait pu être pire, peut-être. Mais donc ouais, intéressant. Pas si catastrophique que ça, le Celtic. Simplement, c'est déjà fini, quand même. David Maeda, il réduit le score. D'ailleurs, je pensais qu'il était suspendu. My bad, mon erreur. Il l'était pas. C'était dur de trouver les informations là-dessus. Il y en avait qui disaient oui, d'autres non. Même sur Transfermarkt, ça disait ouais, suspension, mais je pense que c'était peut-être en prenant en compte le dernier match de phase de ligue. En bref, pas toujours facile d'avoir les infos UEFA. Dazen Maeda n'était pas suspendu, il a réduit l'écart, 2-1, et ils auraient même pu égaliser à 2 partout sans un bel arrêt de Manuel Neuer, pour le coup, dans le temps additionnel. Ouais, c'est pas tout à fait l'étoile, mais c'est un bel arrêt. Et donc Celtic, pas ridicule. Pourtant, on est obligé de penser que c'est fini, grosso modo. Bayern a gagné 2-1 à Glasgow. Maintenant quoi, à l'Allianz Arena, le Celtic va l'emporter par 2 buts d'écart? Non. Forcément, c'est terminé. Imaginez la folie si le Celtic le fait. Je crois pas, et le Bayern a de gros matchs en face. Leverkusen ce week-end pour clore la course au titre déjà. L'Eintracht, Stuttgart, des matchs européens pour le Bayern. Mais il devrait s'en sortir pas mal au moins de ce choc, cet affrontement contre le Celtic. Ok, Monaco-Benfica. Aïe, celui-là ça fait mal. J'ai vu le résumé, j'ai pas vu le match en entier, donc vous me direz si vous êtes d'accord. Mais j'ai pas vu un très très bon Monaco. Carreras, qu'on connaît très dangereux, qu'on sait très dangereux, et qui a fait un petit peu mal ses incursions demi-espace. La perte de balle de Kehrer, la 7e, 8e minute. Kehrer, Salissou surtout, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Il y avait des bons moments.
dans le résumé. Généralement, quand Akliouche était trouvé, du petit jeu entre les lignes comme ça, avec Golovin aussi. Des moments où tu dis, ah, ok, ils ont du ballon, ils peuvent trouver un petit peu de jeu intérieur. Benfica peut-être pas super habitué à défendre eux non plus, vu les adversités qu'ils rencontrent dans leur championnat. Donc, ok, il y avait des petits moments sympas de Monaco. Ça n'a pas donné lieu à de très grosses occasions. Et par contre, Salissou, c'était une catastrophe un peu du début à la fin. Tout à l'heure, là encore une fois sur Pavlidis, il tombe en pleine surface, ça fait une occasion pour Carreras. Et 48e minute sur un très bon ballon de Thomas Araujo, pas Araujo, Araujo, dans le dos pour Pavlidis. Pavlidis qui se défait de Salissou et qui finit une merveille de petits ballons piqués. Mike, il doit mieux faire, je pense. Salissou, le gardien aussi, les deux là, symbole un petit peu d'un Monaco faible défensivement. Le petit ballon par-dessus. Il est magnifique de Pavlidis, on l'avait dit, on l'avait pronostiqué buteur pour le coup. Il continue, il est sur une très très grosse série. Et voilà, on arrive au moment charnière du coup. Est-ce que là, Monaco s'est fait voler? Est-ce que Carreras aurait dû prendre un second jaune? Et est-ce que Al Musrati aurait dû être exclu? Je dirais que l'exclusion, ça va peut-être pas me rapporter beaucoup d'amis, mais c'est la règle. C'est la règle depuis l'Euro 2024. Elle a été énoncée assez clairement. C'est une règle UEFA. Demander un carton jaune, ça va toujours donner lieu à un carton jaune. Et du coup, même si évidemment c'est tellement sévère, en plus Monaco déjà au premier match en phase de ligue contre Benfica, c'était tellement litigieux et ça fait mal. Et tu te fais réduire à 10 comme ça, il reste 40 minutes à jouer sur une bêtise comme ça. Mais en vrai, sur cette action très précisément là, il le demande pendant genre 4-5 secondes en allant vers l'arbitre, pas de manière agressive, pas de manière méchante, mais ça, dans les règles, c'est écrit maintenant, c'est comme le hors-jeu à 5 mm, on peut être d'accord ou pas, mais dans les règles, c'est comme ça. Et du coup, bah, t'as pas à te mettre dans cette situation. Moi, je trouve ça extrêmement dommage d'Al Musrati, qui est un joueur expérimenté, 29 ans. Ok, il n'a pas joué l'Euro, international libyen. Avant, il était à Beşiktaş, joué des compétitions européennes, a joué l'Europa League. Ça, c'est une erreur, je trouve. Une erreur qui est... Ça fait mal parce que normalement, t'as pas envie que ce soit une règle, ce truc. C'est tellement sévère, je trouve. Mais si tu connais les règles, si tu es un joueur professionnel, tu dois pas mettre ton équipe dans cette situation. Donc en vrai, j'en veux un peu à Al Musrati là-dessus. Aujourd'hui, on voit plus trop les joueurs faire ça. Ils ont tous intégré ça et lui non. Et donc il se fait exclure. Et c'est pas normal. Maintenant, la question, est-ce que Carreras aurait dû prendre aussi un deuxième jaune pour sa faute là sur Mbolo? Encore une fois, je vais pas me faire beaucoup d'amis chez les Monégasques du coup. Pourtant, j'aime bien cette équipe. Il y a beaucoup de petits talents que j'aime bien, même si ça joue assez mal depuis quelques temps. Vraiment, en revoyant l'action pas mal de fois et tout, je trouve si on parle vraiment juste de cette situation-là, je trouve c'est un peu trop léger pour un jaune. Pas grand-chose, mais un peu trop. Donc ouais, je sais que plein de gens vont pas être contents. Mais la réalité, c'est que Monaco, dans ce match, même à 11 contre 11, c'était pas top. Je trouve que Monaco, je dis pas que eux, mais en général, je trouve dans le paysage, les gens ont un peu sous-estimé Benfica. Moi, depuis le début, je vois Benfica le faire dans ce match aller-retour. Là, je disais, je pense, match nul, et après Benfica gagne chez eux. Ils l'ont même emporté 1-0. Monaco est dans une très mauvaise position désormais. Ils ont assez mal défendu. Pavlidis a même l'occasion du 2-0 là, en repassant encore une fois devant Salissou. Il reste en vie, Monaco. Di Maria est rentré et il est ressorti derrière, blessé, donc ils ne pourront pas compter sur lui. Monaco va avoir le retour de Singo. Ils peuvent peut-être. Mais au-delà de l'arbitrage, je trouve, attention, l'arbitrage peut avoir un peu bon dos. Le niveau qui a été montré par Monaco dans ce match, c'était pas un niveau Champions. Et Benfica, c'est une équipe Champions. Qu'on le veuille ou non, c'est une équipe Champions et ils te punissent. Même eux, en n'étant pas sur un niveau extraordinaire non plus, ils te punissent si tu n'es pas au niveau de la Champions, et au moins sur la maturité et l'expérience. On en parlait aussi dans la preview, la différence d'expérience, de moyenne d'âge. Monaco, la 7e équipe peut-être, ou 8e équipe la plus jeune sur 36 de la compète. Benfica, genre 20e, quelque chose comme ça, beaucoup plus dans la moyenne, plus âgé. Je sais pas, je trouve que ça se voit sur des... Pourtant, Al Musrati, il a quoi, 29 ans. Mais ouais, Qu'est-ce que vous en avez pensé de Monaco? Moi, j'ai dit ça, j'ai pas vu le match en entier. J'ai vu un long résumé, je me suis essayé de pas mal me documenter et tout, mais ouais, qu'est-ce que votre sensation sur ce match? Est-ce que je suis trop sévère avec Monaco? C'est une équipe que j'aimerais beaucoup aller voir loin,
Il y a beaucoup de petits joueurs que je kiffe dans cette team. Je trouve une association Akliouche, Piret, Denis Zakaria, depuis un moment j'en parle, que je trouve top joueur. Et Singo aussi. Mais ouais, peut-être son retour peut faire du bien. Maintenant, Monaco va devoir l'emporter d'au moins un but pour aller accrocher ne serait-ce que la séance de tir au but. Pas évident comme situation. Voilà sur Monaco. La Juve prend une option contre le PSV Eindhoven. Ça, c'était très très cool. C'est pas un match que j'ai vu en direct, mais j'étais très content d'avoir le long résumé de mes copains de Zigo, 12 minutes et quelques. Et donc oui les amis, cette vidéo elle est aussi sponsorisée par NordVPN. Comme vous le savez, j'en parle régulièrement sur ces Recap Champions. C'est très pratique et c'est quelque chose que j'utilise perso depuis des années maintenant pour se protéger, masquer son adresse IP, machin. Mais aussi le fait de pouvoir se géolocaliser dans plein de pays dans le monde, et bah, ça permet d'avoir accès à du contenu géobloqué. Donc par exemple, je ne sais pas s'il y a des fans du PSV Eindhoven ici qui vivent en France, je ne sais pas ce que ça donnait le résumé sur les chaînes françaises, peut-être que sur YouTube, peut-être qu'il était un petit peu court. Et bah là, comme moi je suis aux Pays-Bas, je me géolocalise aux Pays-Bas, plus de 12 minutes sur cette rencontre, j'ai pu avoir beaucoup d'éléments, la présentation des compos, etc. C'est cool. Et donc voilà. Merci à NordVPN de sponsoriser la vidéo. Si vous voulez avoir accès à leur offre de bienvenue, vous avez le lien en description. C'est une top offre, en gros. Vous avez 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, donc ça fait 28 mois pour à peine plus de 80 €. Ça revient à moins de 3 € par mois. C'est avec le lien dans la description, nordvpn.com/willou. Voilà pour nos amis de Nord. La Juve qui prend une option, donc, qui l'emporte 2-1 contre le PSV Eindhoven à la maison, à Turin. Alors, sur ce 11, justement, les choses qui m'intéressaient bien, Koopmeiners, Khéphren Thuram, Vlahovic, 3 joueurs qu'on aurait pu imaginer comme des titulaires en puissance début de la saison, les 3 sur le banc pour le match européen le plus important de la saison de la Juve à l'instant T. Donc c'était Kolo Muani, McKennie et Douglas Luiz pour le coup, titularisé aux côtés de Locatelli. On n'a pas vu beaucoup de Douglas Luiz titulaire et pour le coup il a fait un bon match. Et un autre truc qui m'intéressait, 2 recrues du mercato hivernal aussi en défense, Lloyd Kelly à gauche, défenseur gauche. On sait que il a joué la moitié de ses matchs en carrière défenseur central et l'autre moitié défenseur gauche. Et Renato Veiga en défenseur central gauche aux côtés de Gatti. Timothy Weah, le latéral droit. Ça, c'était pour la Juve. Intéressant. Et pour le PSV Eindhoven, une attaque à 3 avec Bakayoko sur le banc, Noah Lang, Luuk de Jong, Ivan Perisic, que j'adore, je trouve très très bon en ce moment. Et sinon, Ryan Flamingo, Malik Tillman, bien sûr, est toujours out. Donc lui n'était pas présent. Walter Benitez dans les buts, qu'on connaît bien. Et Boskagli out aussi en charnière. Donc c'était Obispo, Flamingo. Voilà pour ce Juve PSV. Un truc qui m'a marqué, les projections de Timothy Weah, très très intéressantes depuis des zones basses, avec un appui Nico Gonzalez, Weah Nico comme ça. Nico, long de ligne, le dos à la ligne, le jeu face à lui pour pouvoir servir de mur à Weah. Hop, 1-2 comme ça. Très, ça marchait assez bien. Et ses centres, ses projections à Timothy Weah, elles ont fait mal. Il y en a une autre quelques secondes plus tard ici. Ils ont formé plutôt une bonne paire. Côté PSV Eindhoven, un truc qui m'a marqué, Perisic qui a vraiment la confiance de Peter Bosz sur les derniers mois. Je lis pas mal les forums des supporters du PSV, ils adorent Perisic. Vraiment le joueur, il a 36 ans maintenant. Toute sa science, toute son expérience, toute sa grinta et encore le bon positionnement, l'activité défensive. Là, il vient agresser. J'imagine que c'est Renato Veiga et il gagne un corner sorti absolument de nulle part. Ouais, il peut célébrer derrière, serrer le point. Sur le corner, Luuk de Jong qui la remet. Ça donne pas but et elle était peut-être sortie. Si ça a fait but, peut-être la VAR aurait checké. Mais voilà, Perisic, Luuk de Jong, c'est pas que le PSV des bébés, des petits talents, des petites pousses et tout. Ils ont quelques tontons qui sont pas mal du tout. Et qui sont chauds. Luuk de Jong, il a terminé avec 10 duels aériens offensifs disputés. Ça a été une cible constante sur ce match. Et j'ai trouvé que Veiga et Gatti ont plutôt bien répondu dans l'ensemble. Même si là, c'est Locatelli qui est battu au second poteau. Mais ouais, PSV pas mal. La Juve meilleure quand même. Des projections, encore une fois, ça vient de Timothy Weah, ça ils l'ont bien fait. La projection, et ensuite à la perte de la contre-pression, pas mal. Douglas Luiz qui sort, Gatti surtout, qui gagne son duel ici, je pense, sur Saibari. Et derrière qui continue, centre en retrait. Quand ça cafouille un peu, il revient à la charge. Top match de Gatti. Il a été excellent. Et ouais, ça revient dans les pieds de McKennie qui termine une frappe somptueuse sous la barre de Walter Benitez. Magnifique volée. Et la Juve prend l'avantage. Le 1-0 donc. Timothy Weah qui a continué de faire mal en seconde période.
Grosse occasion qu'il génère sur son 1 contre 1, centre en retrait, ça vient dans les pieds d'Mbangula qui est rentré en seconde période à la place de Yildiz, je pense, et qui n'a pas fini ici. Mais après, le PSG est revenu grâce à un éclair de génie. C'est pas celui de Noah Lang ici, qui pourtant bat son vis-à-vis en contre 1, mais derrière, ça c'est un peu Noah Lang, et qui déclenche comme ça, coin de la surface à genre 28 mètres. La différence entre Noah Lang ici, son tir est contré au bout de 10 mètres en plus, et Perisic là qui demandait, c'est vraiment... Il y a Lang, la tête brûlée. Lui, dès qu'il passe un dribble, il monte tout de suite à 1000 degrés de température. Et Perisic, l'autre côté, c'est un lézard total. Le sang hyper froid. Comme on a dit, l'activité défensive, la science du positionnement, mais aussi la qualité technique dans la zone de vérité. Un peu comme le but qui nous met en finale de Coupe du Monde 2018. Hop, il revient sur son pied gauche, il bat Lloyd Kelly, et magnifique finition, claqué, premier poteau, pour tromper Di Gregorio. Top Perisic, qui est juste un super joueur, toujours et encore, un peu sous-côté je trouve. Ça n'a pas empêché la Juve de revenir dans le money time, 81e, 82e minute. Gatti a une projection, une petite trivella, c'est pas Ricardo Quaresma que vous avez devant les yeux, non, c'est Gatti. Il s'appuie sur Mbangula, ça arrive sur Conceição qui est entré aussi en seconde période, et je pense Conceição en super sub, en finisher, pour reprendre la distinction conceptuelle starter-finisher qui est très cher aux entraîneurs aujourd'hui. Bah, il fait beaucoup de mal. Sa force de percussion, son sens de l'élimination face à des jambes fatiguées dans les couloirs comme ça sur 20-30 minutes à la fin. Bah là, il bat son vis-à-vis, son centre en retrait, il est malheureusement mal coupé par Benitez. Ça revient dans les pieds d'Mbangula qui termine. Erreur de Benitez, faut dire là-dessus. Qui est pas top en ce moment, je trouve. Et en tout cas, la Juve remporte ce match 2-1, aussi grâce à une bonne intervention de Veiga dans le temps additionnel, qui d'ailleurs célèbre comme un malade mental. Ça aussi, ça a changé un peu dans le foot récent. Les défenseurs centraux, depuis quelques années maintenant, qui célèbrent leurs interventions comme des buts. Ça me fait bien kiffer, ils ont mérité ce... Ils ont le droit de le faire. Et ouais, Veiga, Gatti, pas mal aussi, même très bon. On a dit qu'ils avaient un client dans les airs avec Luuk de Jong et ses 10 duels aériens offensifs disputés. Gatti, il termine avec 4 interceptions, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le record du match. C'est ça, 4 dégagements, 4 interceptions au record du match. Flamingo deuxième avec 2. Mbangula aussi 2. Intéressante cette Juve, dont le 11 n'est pas encore fixé. Luis a fait un de ses meilleurs matchs, je pense, depuis le début de saison. Locatelli, Douglas Luiz, est-ce que c'est vraiment ça le tandem du milieu de terrain pour la Juve? Il y a aussi Kefren Thuram, mais peut-être physiquement il n'est pas encore tout à fait revenu en pleine forme. Lloyd Kelly, j'ai pas trouvé incroyable. Bientôt il y aura le retour de Cambiasso, peut-être ce sera une bonne chose pour la Juve. J'en parlais un peu au mercato hivernal, je suis pas pleinement convaincu par cette recrue. Il a de gros problèmes de blessures. Il passe quasiment une saison sur 2 blessé. L'année dernière, il a raté quasiment tous les matchs. Il y a eu 5-6 grosses blessures dans sa carrière déjà, Lloyd Kelly. Sans que je trouve que ce soit 100% un crack. Et il a été acheté et quasiment il est prêté mais avec obligation d'achat. Ce sera quasiment 17 millions cet été. Je sais pas si c'est une excellente prise. Je sais pas si j'ai hyper confiance aussi en Giuntoli. Après avoir lâché mine de rien sur ce mercato estival. Dean Huysen 15 millions, Moïse Kean autour de 15 millions aussi quand tu vois ce que ça a donné derrière. Après, c'est des situations, des contextes différents. Mais ouais, ça c'est la situation de la Juve actuellement en tout cas. Ils ont gagné leur match aller. Ils sont plutôt en bonne posture pour éliminer le PSV Eindhoven. Il y aura un gros retour au Philips Stadion. Mais avant ça, le derby d'Italia, dimanche 20h45. Ce qui va être un énorme match. Il nous reste 3 rencontres. 2 qu'on connaît bien. Une que j'ai découverte le lendemain. Sensation à Lisbonne. Dortmund a explosé le Sporting chez eux, 3-0. Ouais. Alors, Gyökeres, il est rentré dans la dernière demi-heure, malgré avoir joué 20 minutes à la fin contre Porto, il n'était pas titulaire. Il est entré à l'heure de jeu. Il y avait 0-0 à ce moment-là. Pas s'il y a un rapport. Et pourtant, en plus, j'ai trouvé que le Sporting avait plutôt bien démarré. Du jeu à l'intérieur, des projections, des duels remportés. Maxi Araujo qui trouve la barre sur cette action. Dortmund n'y est vraiment pas. Brandt qui tente des dribbles bizarres dans des zones très dangereuses, des ballons perdus. Et derrière, encore une fois, les projections du Sporting, elles font mal. Giovanni Quenda, on l'avait mis passeur décisif sur ce match. Là, il envoie un top ballon par-dessus pour Konrad Harder.
Et donc, je sais pas pourquoi Sporting a pas fini, a pas été tueur. Et peut-être défensivement aussi, sur ce centre de Brandt, qui est un petit peu haut, un peu loin. Jerry Saint-Just, c'est peut-être pas un top défenseur central. Il est battu par Guirassy, qui marque encore, qui envoie un super centre aussi quelques minutes plus tard, exactement dans la même zone. Et encore une fois, le Sporting est battu. Cette fois, c'est Pascal Gross qui termine. Et derrière, ils ont peut-être un petit peu trop forcé aussi le Sporting. Bon, après, 2 buts d'écart à la maison, c'est pas top. Hein. C'est pas un super bon résultat à ramener à Dortmund, c'est sûr. Mais ils ont joué un peu le tout pour le tout. Et 82e minute, en contre, ils se font piquer. Brandt, deuxième passe décisive. Adeyemi qui termine, qui envoie un petit salto. Et ouais, Sporting s'est fait un peu éclater. Donc j'ai pas envie de tirer trop de leçons de ce match, à part que Dortmund est qualifié, je pense. Mais sinon, quand je vois le 11e de Bundesliga aller mettre 3-0 en déplacement au leader du championnat portugais, même si c'est pas le Sporting du début de saison, est-ce que ça souligne la différence qu'il y a entre je vais pas dire le Big Five, mais le Big Four, en tout cas les 4 championnats majeurs et les autres? On en parlait un petit peu la dernière fois dans la vidéo qu'on faisait sur le CUS, le scouting, dans la mine de diamants, etc. La différence entre les championnats 4, 5 et les autres. J'ai pas envie de tirer trop d'enseignements. Peut-être l'enseignement qu'on doit tirer, c'est aussi juste que le finaliste de la dernière Ligue des Champions doit pas être trop sous-estimé non plus. Mais c'est pas un très bon Dortmund en ce moment. Et le Sporting, c'est... Je sais pas, peut-être que tout a juste très bien tourné pour Dortmund dans ce match. Parce qu'en première période, pendant 1 heure, je pense qu'ils étaient... Ils souffraient pas mal quand même. Mais ouais, top résultat des hommes de Niko Kovac. En gros, le Sporting est mort, je pense c'est fini. Et c'est un match, un play-off, qui est plié dès l'aller. Comme un autre qui est plié dès l'aller. Ouais, le Paris Saint-Germain qui a battu Brest 3-0. On en a déjà fait une vidéo. Elle est sortie juste avant City Real mardi soir. J'ai intitulé cette partie une formalité, mais point de suspension. Pas pour dire que ce sera pas une formalité le retour. Évidemment, Paris a plus que 9 orteils en huitième de finale, ils sont qualifiés. Mais c'est juste, mais en revoyant encore le match, peut-être ça souligne quand même que tout n'est pas parfait chez ce Paris Saint-Germain. Bien sûr, il y a un Baron Ousmane en très grande confiance. Bien sûr, le Poulpe, il est toujours aussi précieux sur la récupération, sur la pression, aussi sur la transmission. Ce petit ballon par-dessus pour Barcola, on n'en avait pas parlé dans la vidéo d'analyse. Pouah, génial. Quel match encore de João Neves. Et Fabien Ruiz, que je trouve de plus en plus à un bon niveau. Son travail de combinaison dans la surface, c'est ça qui amène le penalty aussi, très juste, même dans le dernier tiers. Donc ouais, il y a beaucoup de raisons d'être satisfait à Paris. Par contre, Nuno Mendes qui se fait manger par Mady Camara, cette image-là, on l'avait mis dans l'analyse d'après-match. Ce couloir gauche, c'est une petite fragilité pour le Paris Saint-Germain. Et quand c'est un problème contre Mady Camara, dans les autres matchs, c'était quoi? Peut-être contre Jamie Leveling, dans d'autres rencontres même, on a vu tout au long de cette phase de ligue. Et bah, qu'est-ce que ça va être contre Yamal? On sait ce que c'est contre Yamal, en plus on l'a déjà vu, c'est pas top, Nuno Mendes Yamal. Qu'est-ce que ce sera contre Salah? C'est soit Liverpool, soit Barça pour le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Donc si tu dis ce couloir gauche là, Yamal ou Salah en face, ça pourrait être un petit peu difficile. Et Paris doit trouver quelque chose, je pense. Est-ce que c'est plus de compensation de Pacho? Est-ce que c'est Nuno Mendes il faut qu'il se reprenne? Est-ce qu'il doit être plus bas, moins mordre? Je sais pas. Mais petite inquiétude là-dessus. Et aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs. Moi, ça, on en parle depuis longtemps maintenant. Mais il y a eu la tête de Sima là, sur le poteau sur celui-ci. Mais même là, en seconde période, et ça, je l'avais pas mis dans le débrief non plus, corner joué à 2, petit ballon par-dessus. Et c'est Pierre Lesmelou qui a abandonné derrière Kfara, João Neves. Tout le monde oublie second poteau. Il y a Lesmelou qui est seul. Et du coup, ça, c'est des choses à corriger. Parce qu'attention au grand écart d'adversité qu'il va y avoir entre ce play-off contre Brest et huitième de finale contre une des 2 meilleures équipes d'Europe cette saison, forcément. Voilà pour Paris. Enfin, este es el camino? Est-ce que c'est le chemin pour le Real Madrid qui l'a emporté 2-3 contre Manchester City? Je me remets toujours pas de ce match, les gars. C'était tellement dingue. Et j'ai vu Ancelotti en conférence de presse dire « C'est le chemin. This is the way, este es el camino ». Ça, c'est l'article de The Athletic. Je sais pas si c'est le chemin. Il dit dans sa conférence de presse « J'imaginais pas qu'à cet instant, cette équipe pourrait accomplir le sacrifice qu'elle a réalisé ce soir. Aujourd'hui, on a montré que c'est possible d'avoir de l'équilibre avec cette équipe. C'est possible avec du sacrifice. Aujourd'hui, tout le monde a sacrifié. » Et moi, c'était pas trop ma sensation sur le match. C'est pas trop ma sensation qu'on a vu un Real Madrid équilibré,
qui a tenu tête à Manchester City et qui les a battus grâce à leur capacité à faire les efforts, être équilibré, etc. Peut-être sur quelques séquences, mais c'est plus un Real Madrid qui a existé et qui a même remporté ce match grâce à sa capacité à allumer la lumière à tout moment, grâce à ce qu'ils font sur la phase avec ballon, où là, ils sont juste constamment vénéneux. Et je pense que c'est plus ça. En tout cas, j'ai pas envie de dire que je suis pas d'accord avec l'analyse d'Ancelotti. Qui suis-je pour dire ça? Mais moi, c'était plus mon ressenti après la rencontre. C'est pas d'avoir vu un Real, waouh, impressionnant leur travail de pression, de contre-pression. Maintenant, on dirait une équipe moderne et tout. Non, c'était plutôt, ah waouh, Rodrigo, Vini, Jude, Mbappé, quand ils combinent, ils sont toujours capables à absolument tout moment de te faire mal, même si c'est pas un plan de jeu parfaitement équilibré, 2025, tout ce que tu veux. Moi, je me souviens, l'année dernière, je parlais de ce Real Madrid, château de Versailles, galerie des glaces, un peu opulent, doré, fantastique, brillant, tout ce qu'on veut, mais un peu ancien, fondamentalement, un peu antique dans son style, pas moderne pour un sou. Et c'est encore un peu ce que je vois aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est encore un foot, galerie des glaces. Par contre, je veux dire, c'est un régal. J'adore regarder ces matchs, mais il y a ce côté un peu énigmatique du Real Madrid qui persiste. Je ne dirais pas comme Carlo Ancelotti que le Real Madrid a résolu son énigme avec ce résultat. Mais peut-être je me trompe, peut-être que c'est... Peut-être qu'il y avait plus de ça que ce que j'ai vu. Je suis très très curieux de voir le retour. Ce qui est sûr, c'est que, au moins peut-être quand il parle de sacrifice, je suis d'accord avec lui qu'on l'a vu sur certaines séquences, plus le côté mental. La structure sans ballon, je sais pas. Mais mentalement, par contre, c'est ça qui leur permet d'être aussi ce foot galerie des glaces. Quelque part, c'est un foot galerie des glaces qui sait sa valeur. Et avec des gars qui sont des tueurs, qui sont des battants, qui sont des gladiateurs, comme Jude. Ça leur permet peut-être de tenir dans ces matchs-là. Et peut-être que ce qui leur permet de tenir aussi, c'est juste que le City en face, là, qu'ils ont eu, c'est une équipe très malade aussi. Donc peut-être ça aussi, ça doit nuancer un peu les enseignements qu'on retire de ce match. Ce qui est certain, c'est que c'est pas plié. Il reste un retour dans le vaisseau spatial que j'ai vraiment hâte de voir. Il n'y a qu'un but d'écart fondamentalement. Et est-ce que les enseignements que Carlo Ancelotti pense avoir tirés de ce match seront substantiés dans 6 jours? Eh ben on verra ça. Et je vais vous dire, les gars, dans 7 jours, mais j'ai hâte de voir ça. Ok, je crois qu'on peut passer à nos mousquetaires. C'est pas facile parce que j'ai parlé de tous les matchs là, donc j'avais pas vraiment des poches dans lesquelles je pouvais aller, des terrains d'herbe tout verts où j'avais pas. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? En tout cas, c'était dur de trouver des mousquetaires quand on a parlé de toutes les équipes. Mais le premier que j'ai mis du coup, c'est Jakub Moder. J'en ai parlé un petit peu, je pense, dans Eurotour à l'époque sur la Pologne. Petit joyau au milieu de terrain, travailleur, assez complet, qui a fait un très bon match avec Feyenoord et qui a joué le premier match de Ligue des Champions de sa carrière. À 25 ans, il a signé depuis Brighton au mercato hivernal. Ça fait quelques jours qu'il est là et il a sorti une très belle rencontre, Jakub Moder. Donc, c'est mon premier mousquetaire. Le deuxième, c'est Brandon Mekele de Bruges. Il a fait un gros taf défensif parce qu'il avait Retegui en face. 3 duels aériens gagnés sur 4 disputés, 3 tacles, 3 dégagements. J'ai trouvé que ce Bruges était hyper séduisant, mais aussi assez solide derrière. Ils n'ont pas encaissé grand-chose. Et Brandon Mekele, un des tontons de ce Bruges, qui a beaucoup de jeunes petits talents. Quand on parlait de Joachim Sey, c'est 19 ans seulement. Maxime de Kuyper, c'est encore que 24 ans. J'ai bien aimé Jachari aussi au milieu, 22 ans. Et James Dean Talbi, c'est pas James Dean, c'est Shemsdean Talbi, 19 ans seulement aussi. Donc plein de petits talents. Il est où Tsolis là? Voilà, 23 pour Tsolis. Mais les tontons que sont... Où est-ce qu'il est? Il est là. Brandon Mekele et mon troisième mousquetaire, le dernier, Hans Van Aken. Et bah c'est peut-être ça la raison de ce succès brugeois. C'est qu'à la fin, ils ont des joueurs avec pas mal d'expérience, avec pas mal de matchs de Champions dans les pattes. Et ils ont des vétérans. Ils ont 2 gars de 32 ans, Mekele qui est là depuis 2017, Van Aken qui est là depuis quasiment une décennie, 2015. Ouais, c'est peut-être ça aussi l'explication de ce succès brugeois. Tout est encore à faire à Bergame. Ça va être un top match. Hâte de le voir.
Niveau surnom, pour Gabriel, l'archange, ça me semblait être la chose la plus logique. Ouais, l'ange Gabriel, mais un côté un peu guerrier, combattant aussi. Il est très très fort en ce moment. L'archange, on dit pas l'archange, j'espère. Peut-être on dit l'archange. J'aurais peut-être dû vérifier ça avant. Mais en tout cas, ça c'est son surnom. Et lequel on donne à notre ami Brahim. Parce que Brahim Diaz, lui aussi, j'en ai trop parlé dans la rencontre, dans la vidéo d'analyse pour en faire un mousquetaire. Mais lui aussi mérite distinction et mérite, je pense, son petit surnom. On repart la semaine prochaine avec, pareil, Milan Feyenoord, Benfica Monaco, Atalanta Bruges et Bayern Celtic mardi. Et mercredi, Real City, PSV Eindhoven Juve. Les autres matchs, c'est peut-être un peu fini, mais on va regarder quand même ce Paris-Brest avec plaisir au Parc des Princes. Ah bah non, on va pas le regarder parce que ce sera pendant Real City. Donc ce sera plus... l'analyse, ce sera plus Real City au coup de sifflet final. Mais on repart la semaine prochaine. Et après, il y aura une petite semaine de pause avant les 8e tout de suite. C'est la Champions 2025. Elle a un rythme effréné. Prenez soin de vous les potes. Là, je tourne avec Stan dans 2 minutes, littéralement. Donc je vais lui demander un petit délai. Et on se retrouve demain pour cette vidéo-là. Prenez soin de vous et bisous. Ciao, ciao.